me connaissent pas, à l'Alliance Sport-Études. Donc, aujourd'hui, vraiment excité de vous présenter là, un panel de discussion avec trois invités super intéressants. Donc, on va parler aujourd'hui de complémentarité des rôles entre les personnes intervenantes psychosociales et les consultants en performance mentale certifiés. Quelques petits points en introduction là, que je voulais vous parler. Ben, d'abord, c'est quoi ça une personne intervenante psychosociale? Là? C'est un grand terme qui est assez large. On fait référence là, ici à des professionnels comme des psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, conseillers d'orientation et autres intervenants là, qui viennent œuvrer en santé mentale et en soutien psychosocial. Quand même une bonne quantité d'entre vous qui sont avec nous aujourd'hui, qui viennent aussi des services psychosociaux des établissements. Donc, intervenant psychosocial, c'est vraiment dans cette famille-là. Dans le panel, on va aborder les termes plus spécifiques de consultant en performance mentale certifié et de psychologue spécialisé en sport. Donc, on pourra définir ces termes-là à ce moment-là. Autre élément que je voulais quand même mentionner, aujourd'hui, on va parler d'intervention individuelle et potentiellement peut-être de groupe aussi, mais vraiment d'un intervenant. Puis je trouvais ça important de rappeler que dans le grand enjeu de santé mentale, dans le sport, mais aussi en général, c'est beaucoup plus compliqué que l'intervention individuelle. Donc, c'est important d'adresser tout ce qui est l'environnement, la culture, la charge d'entraînement, la charge scolaire, le soutien social, les attentes de performance. Donc, c'est un enjeu qui est très complexe et je ne voulais pas non plus que la conversation aujourd'hui le simplifie, même si l'aspect d'intervention est un aspect super important dans cette équation-là. Et peut-être un dernier point que, tu sais, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de venir clarifier certains rôles, les champs d'expertise dans le milieu sportif. Il existe parfois certaines confusions entre les rôles, surtout auprès des étudiants athlètes. Ça devient un peu difficile à naviguer. Fait que l'idée, c'était de venir aussi clarifier ça, puis de voir comment qu'on peut optimiser, collaborer à travers ça. Donc, c'est vraiment un des gros objectifs de la conversation aujourd'hui. Et bien, maintenant, sans plus attendre, là, je vous présente mes trois panélistes. Donc, la première détient un doctorat en psychopédagogie de l'Université Laval avec une spécialisation en psychologie du sport. Elle intervient depuis plus de 10 ans à titre de consultante en performance mentale certifiée avec des athlètes et des équipes de tous les niveaux. Et elle siège aussi actuellement là, sur le conseil d'administration de l'Association canadienne de psychologie du sport. Donc, Roxane Carrière, merci d'être là aujourd'hui. Mon deuxième invité, c'est un psychoéducateur chargé de cours et coordonnateur du Centre universitaire de psychoéducation en communauté de l'UQTR. Il a notamment développé des projets de stage de maîtrise en milieu sportif avec les Remparts de Québec et aussi du volet féminin de l'Académie de baseball du Canada. Ces initiatives ont permis de réfléchir à l'apport distinctif et complémentaire que pourraient apporter les psychoéducateurs et psychoéducatrices dans les milieux sportifs. Donc, merci Dave Desrosiers d'être là aujourd'hui. Et finalement, je vais nommer Véronique Boudreau, qui est psychologue clinicienne et consultante en performance mentale certifiée et donc psychologue spécialisée en sport. Elle détient la certification haute performance de sciences du sport Canada. Elle est professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche à Léo. Véronique mène des recherches appliquées sur la santé mentale et la performance mentale des athlètes. Merci, Véronique, d'être là. Donc, je commence là, pour une première question de peut-être compléter un peu cette présentation-là et de venir présenter brièvement la formation nécessaire pour exercer là, vos professions respectives. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer ou je pourrais. Je vais y aller, je vais me lancer. Donc, C'est bon. consultante en performance mentale certifiée, essentiellement au niveau de notre formation, on demande minimalement une maîtrise qui va être soit reliée aux sciences du sport ou à la psychologie. Donc, ça peut tomber dans différents domaines. Puis ensuite, il va y avoir des exigences relatives aux cours à compléter. Donc, des cours qui vont être reliés à des domaines de connaissances qu'on doit maîtriser en fait. Liés à l'exercice de notre profession. On complète ensuite un stage qui va être supervisé par un mentor et le processus se termine par un examen de certification que l'on doit passer là, pour devenir consultante en performance mentale certifiée.
Si je peux me permettre de te relancer récemment, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Association canadienne de psychologie du sport, qui est quand même une nouvelle structure là, pour les consultants en performance mentale certifiés? Oui, donc l'Association canadienne en psychologie du sport, en fait, existe depuis un certain temps. La certification, en fait, est un processus qui a été nouvellement mis en place afin de mieux protéger, en fait, notre profession et augmenter la reconnaissance là, auprès des partenaires du milieu. Donc, l'Association canadienne de psychologie du sport n'est pas un ordre professionnel, mais bien une association professionnelle qui va regrouper à la fois des consultants en performance mentale certifiés, mais également des psychologues qui peuvent intervenir dans le milieu sportif. Donc, sur le registre de notre site Web, vous allez trouver des intervenants qui tombent dans un des deux créneaux. Et il y a parfois certains intervenants qui vont aussi porter un double chapeau. Merci beaucoup. Est-ce que Dave, tu as envie de te Oui, lancer? Merci. je peux poursuivre. Donc, pour les psychoéducateurs, psychoéducatrices, dans le fond, donc c'est une formation de maîtrise aussi. Donc, on a le classique 3 ans de baccalauréat, 2 ans de maîtrise. Il y a à peu près 1 000 heures de stage là, qui se greffent à l'intérieur de ça. Puis, les différentes universités qui offrent le programme, là, c'est un programme qui est qualifiant directement pour l'ordre professionnel par la suite, là, l'OPPQ, donc l'ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Merci. Pour ma part, je peux parler peut-être de la formation de psychologue clinicien. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous sont au courant. Ça prend un doctorat en psychologie clinique pour devenir psychologue clinicien. Donc, c'est un doctorat qui est très appliqué. Il y a plusieurs heures de stage supervisé également pour faire partie de l'Ordre des psychologues du Québec là, pour devenir psychologue. Dans mon cas, je détiens aussi la certification en performance mentale. Donc, ça veut dire qu'en complément à ma formation doctorale en psychologie clinique, j'ai aussi entrepris les cours, là, la formation dont Roxane parlait là, pour devenir consultant en performance mentale certifié. Donc, suivi certains cours, fait des heures de stage spécifiquement en performance mentale, parce que c'est différent la performance mentale que la psychoclinique. Donc, c'est bien important. On va en discuter, j'imagine, tout à l'heure dans la discussion. Et j'ai passé aussi l'examen professionnel. Puis, à cela s'ajoute, là, il y a une certification haute performance de Sciences du Sport Canada dont Samuel parlait, qui en fait cible tous les professionnels, tous les praticiens qui travaillent en sciences du sport là, dans le domaine de la haute performance. Donc, c'est une certification qu'on peut aller chercher quand on travaille spécifiquement avec une clientèle d'athlètes de haut niveau. Là, donc, qu'on soit consultant en performance mentale, certifié, physiothérapeute, médecin du sport, nutritionniste, on peut aller chercher cette certification haute performance-là sous certaines conditions. Super, merci. Puis je pense que tu sais, ça vient aussi, tu sais, les appellations ont beaucoup changé dans le temps. Ça a été quand même parfois peut-être négatif, là, dans le sens que tu sais, il y avait des termes qui étaient utilisés, on entendait psychologue sportif. Donc, tu sais, il y a une certaine structure qui s'est assez stabilisée, je pense, dans le consultant en performance mentale certifié aussi, qui vient donner une structure comme Roxane parlait avec la certification, qui vient peut-être encadrer un peu plus. Puis, psychologue. Tu sais, là, je nommais psychologue spécialisé en sport, mais là, on parle d'un psychologue qui est aussi consultant en performance mentale, donc qui a les deux reconnaissances. Merci d'avoir clarifié tout ça. Samuel, Oui, ouais, peut-être une précision, c'est ça. Le titre psychologue spécialisé en sport, ça n'existe pas. Donc, normalement, un psychologue ne pourrait pas se dire psychologue spécialisé en sport. C'est un psychologue clinicien. Et un psychologue clinicien pourrait avoir une expertise ou une clientèle qui est majoritairement des athlètes. Et si le psychologue clinicien est aussi consultant en performance mentale certifié, alors à ce moment-là, il va utiliser les deux titres. c'est Mais vrai. ce n'est pas une expertise qui est nécessairement une spécialité qui est reconnue actuellement là, comme un titre. Merci de m'avoir repris et de clarifier tout ça. Excellent. Euh, pour la prochaine étape, on va utiliser une étude de cas pour venir discuter. J'invite aussi les gens qui sont présents. Si vous avez des questions à ces moments-ci, vous pouvez les utiliser dans le clavardage. On va essayer de les reprendre. Sinon, il y aura aussi une période de questions à la fin, donc vous pourrez avoir un moment pour poser vos questions à ce moment-là. Je vais partager mon écran pour vous montrer la première étude de cas. Est-ce que vous voyez mon écran?
Donc, je vous lis ça rapidement. Donc, Camille, 19 ans, est une étudiante athlète évoluant en natation. Depuis le début de la session, son entourage remarque plusieurs changements. Sur le plan sportif, ses performances sont en baisse. Elle dit avoir l'impression de ne plus être capable de performer comme avant et semble perdre confiance en ses capacités. Lors des compétitions, elle rapporte vivre beaucoup d'anxiété, elle a des pensées envahissantes avant ses épreuves, elle a peur de décevoir et a la sensation de perdre ses moyens dans les moments importants. À l'extérieur du sport, Camille mentionne avoir des difficultés de sommeil depuis plusieurs semaines. Depuis quelques temps, elle remet également en question sa poursuite sportive, donc la poursuite de son sport. Son entraîneur remarque qu'elle semble plus distante avec le groupe et moins investie qu'auparavant. Donc, Camille consulte là, parce qu'elle veut retrouver ses performances et arrêter de paniquer avant les compétitions. Euh, donc, ma question pour vous, les panélistes, c'est comment votre expertise vous amènerait à intervenir dans cette situation? Je peux y aller, on peut suivre le même ordre en fait pour toute la présentation, ça va peut-être être plus simple. Donc, c'est sûr, tu sais, au niveau de la clarification des rôles, le rôle d'un consultant en performance mentale certifié, c'est vraiment d'intervenir au niveau des habiletés mentales pour permettre à l'athlète de mieux performer et s'épanouir dans son sport. Donc, quand on regarde l'étude de cas, qu'on regarde en fait les symptômes qui sont présentés dans le premier paragraphe, ça semble bien s'inscrire en fait dans le champ de compétences d'un consultant en performance mentale certifié, dans le sens où on peut aller explorer l'anxiété de performance qui est vécue par l'athlète et les éléments déclencheurs, en fait, de cette anxiété-là, dans la mesure où ça reste à l'intérieur du contexte sportif. Par la suite, quand on lit le deuxième paragraphe dans l'étude de cas, c'est là qu'on remarque, en fait, que l'athlète, en fait, exprime un certain dysfonctionnement qui va au-delà du contexte sportif. Donc, on remarque, par exemple, au niveau juste du sommeil, des habitudes de vie, de l'isolement aussi qui semble s'installer. Et c'est à ce moment-là, possiblement, là, qu'on pourrait référer à un autre intervenant dans la mesure où on aurait identifié que la problématique est plus large que le contexte sportif. Donc, je vais peut-être laisser mes collègues après ça renchérir, puis on pourra aller un petit peu plus en détail, mais voilà. Oui, je peux peut-être prendre la balle au bon, dans le fond. Donc, effectivement, par exemple, pour les psychoéducateurs, psychoéducatrices, l'idée, on ne travaillera pas, à moins d'avoir la spécialisation aussi ou l'accréditation de conseiller en performance mentale. Là. Je sais qu'il y a certaines psychoweb qui les ont obtenues, là. Mais disons, dans un mandat plus classique là, au niveau psychosocial pour la psychoéducation. Mais en fait, moi, je vois deux portes d'entrée, en fait, dans une situation comme celle-là. Donc, on peut utiliser le contexte sportif non pas pour travailler sur la performance mentale, parce que ça ne fait pas partie du champ d'expertise pour les gens qui ne sont pas certifiés, mais pour vérifier quelle est la généralisation dans les autres sphères de vie de l'athlète. Donc, cette anxiété-là qui est vécue dans le contexte sportif, est l'origine de où? Donc, chercher à la comprendre, puis voir est-ce qu'il y a d'autres sphères de vie où ces mécanismes-là d'adaptation, en fait, se répètent, ou est-ce que c'est des éléments qui sont propres au contexte sportif qui viennent, en fait, teinter les enjeux. Mais là, on voit qu'il y a aussi à l'extérieur du sport des éléments. Donc, ça pourrait être la deuxième porte d'entrée, donc le volet des difficultés de sommeil qui vont influencer le sport, puis qui sont souvent des éléments de préoccupation premiers des athlètes. En fait, c'est l'idée qu'on explore depuis 2 ans, c'est qu'en étant en proximité de ces lieux-là, en fait, les athlètes ont plus confiance parce qu'ils ont l'impression qu'on comprend mieux leur réalité, leurs besoins, leurs enjeux, puis ils ne veulent pas qu'on touche à cette sphère-là importante de leur vie, ou du moins qu'on lui enlève de l'importance. Donc, de partir des éléments de sommeil, puis qu'est-ce qui se passe en termes de stratégie d'adaptation, quels sont les éléments contextuels qui jouent sur leur fonctionnement à ce moment-là. Donc, à la fois, je dirais d'utiliser le contexte sportif comme levier de généralisation, puis ou d'utiliser les éléments extérieurs, mais qui peuvent avoir un impact sur le contexte sportif là, pour faire le travail. Un peu en complémentarité avec ça, bon, si je parle de peut-être l'œil du psychologue clinicien, c'est certain qu'un psychologue clinicien regarderait l'étude de cas comme telle et verrait peut-être les symptômes liés au sommeil puis à l'anxiété comme des pistes à investiguer. Donc, c'est certain qu'il y aurait une évaluation à faire puis qu'on prendrait peut-être justement à la porte d'évaluer au niveau de l'anxiété, des symptômes liés au sommeil, etc. Puis le psychologue, normalement, fait une conceptualisation de cas. Donc, on aimerait arriver à comprendre d'où proviennent les difficultés, dans quelle sphère de la vie elles
se manifeste? Est-ce que c'est uniquement en contexte sportif? Peut-être que c'est le cas, c'est une étudiante athlète, donc on sait que le volet sportif va prendre une grande place dans leur identité, donc on prendrait probablement cette porte-là. Évaluer l'atteinte au fonctionnement, s'il y a des détresse significative. On voit aussi que l'entourage a observé des changements, donc l'entourage, est-il juste l'entourage sportif ou l'entourage à la maison aussi? Donc, est-ce qu'on veut ensuite aller travailler l'identité sportive ou on prend plus la piste de l'anxiété, donc faire une psychoéducation sur l'anxiété, comment ça se manifeste, puis probablement peut-être prendre l'entrée là, de la sphère sportive si on a une réexposition à faire tranquillement. Puis c'est certain que, je pense autant dans le cas de Roxane que Dave que le mien, l'étudiante athlète mentionne qu'elle souhaite retrouver ses performances. Donc, on sent qu'il y a peut-être une motivation ou un engagement. Là. C'est sûr que si on avait l'impression que c'est vraiment un désintérêt puis que c'est que de la détresse qui est vécue dans la sphère sportive, mais qu'elle ne sait pas comment s'en sortir, à ce moment-là, ce serait différent. Mais là, avec l'information qu'on a, on a l'impression que c'est une sphère importante qu'elle souhaite réintégrer. Donc, à ce moment-là, si c'est le cas, on interviendrait en ce sens-là. Puis possiblement aussi avec la collaboration, avec l'accord de l'athlète, avec l'entraîneur. Tu sais, si par exemple, il y a de la réexposition à faire, à ce moment-là, l'entraîneur peut vraiment être un allié s'il y a un bon lien avec l'athlète pour savoir comment on va le faire. Super, merci de vos réponses. Je vois qu'on a une main levée. Euh, Votre collègue Jacinthe peut-être permettre le micro à Bianca pour poser sa question de vive voix. Oui, c'est fait. Pas juste ouvrir le micro. Excusez-moi, c'était très clair. J'ai pas de questions. J'avais accroché le bouton. Merci beaucoup. Pardon. C'est bon. Pas de souci. Merci. Peut-être explorer un peu dans cette idée de collaboration, si on se retrouve dans une situation comme avec Camille à travailler, comment qu'on pourrait collaborer entre un consultant en performance mentale et un intervenant comme un psychoéducateur ou un psychologue, puis venir travailler ensemble avec Camille? Est-ce que ça se fait? Comment on s'y prend? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Je pense que Véronique a placé des éléments déjà importants, en fait, là, qui est l'idée du consentement de l'athlète puis du mandat que l'athlète souhaite avoir. Donc, c'est sûr que ça devient, je trouve, la pierre d'assise qui va être incontournable. Puis après ça, est-ce qu'on peut mobiliser? Bon, idéalement, on mobilise le coach. On peut voir du côté de certains collègues athlètes qui sont impactés ou qui sont en interaction avec Camille. Donc, d'aller chercher un peu cet élément-là de consentement qui va devenir le point de départ. Puis après ça, une fois qu'on l'a, là, on va travailler parce que je travaillerais dans l'optique qu'il y ait une ouverture à ce qu'il y ait peut-être plus qu'une personne puis qu'on puisse collaborer autour de sa situation. Après ça, c'est aussi de créer un peu des axes de communication entre les différents professionnels qui sont interpellés pour être sûr qu'on a une vision, je dirais, cohérente de où on veut aller, puis de ne pas tomber en compétition, puis en fait, d'être vraiment dans une logique de cohérence dans notre action, tout le monde ensemble. Puis, je pense que ce qui est souvent intéressant, c'est que si c'est vraiment l'aspect de la performance mentale qui l'interpelle en premier, mais c'est un travail qui va être intéressant puis important, même s'il y a d'autres sphères de vie. Puis si c'est d'autres sphères de vie qui deviennent importantes, bien, éventuellement, elle va vouloir retourner vers son sport. Donc là, l'aspect de la performance mentale va embarquer. Donc, je trouve que cet aspect-là, de créer cet axe de communication-là entre les professionnels pour être sûr qu'on agit en cohérence. Puis l'autre bout, c'est d'avoir peut-être une réflexion aussi partagée sur comment on souhaite en fait intervenir. Des fois, l'athlète va vouloir séparer ces deux éléments-là. Fait que peut-être que là, on pourrait chercher à un peu plus séparer les mandats puis s'assurer que on a vraiment quelqu'un qui s'occupe des autres sphères de vie puis quelqu'un qui va travailler sur l'aspect de la performance mentale. Mais il y a d'autres moments, je pense à des situations, par exemple, si c'est Véronique, avec cette double certification-là, ben, elle va peut-être pouvoir, puis elle pourra préciser sûrement mieux que moi, là, mais cliniquement, ça devient intéressant de travailler les deux volets avec la même personne. Mais je pense que ça fait partie bref, la clarification des mandats, des rôles puis des intentions, ça devient la première pierre importante, je trouve, là.
Je vais renchérir sur Dave, là. Je pense que cette idée-là de clarifier les mandats, c'est super important, surtout pour un professionnel qui a les 2 certifications. Donc, je sais que c'est pas tous les professionnels qui ont les deux qui sont à la fois psychologues et consultants en performance mentale qui partagent la même vision ou posture, mais dans mon cas, j'essaie de choisir un mandat et m'y tenir. C'est-à-dire que si je suis la consultante en performance mentale au sein d'une équipe et qu'il y a un athlète qui vit une problématique qui nécessiterait une référence, dans un monde idéal, je m'en tiendrai à mon mandat en performance mentale et je pourrais accompagner un peu l'athlète, mais idéalement, je préférerais qu'il voit ou elle voit un collègue en professionnel de la santé mentale différent, puisque moi, j'ai un rôle au sein de l'équipe de soutien intégré qui est assez précis. On s'entend, il faut que les ressources, etc., tout soit disponible. Dans certains cas, si on est l'unique ressource, c'est bien correct de faire les deux. Il faut juste être très transparent auprès de l'athlète et de l'équipe sur les risques que ça peut avoir là, pour que l'athlète soit au courant là, des avantages et inconvénients d'agir de cette manière-là. À l'inverse, si je suis psychologue et par exemple, Roxane, c'est la consultante en performance mentale de l'équipe de natation. Donc, moi, sachant que l'athlète, il y a une consultante en performance mentale qui travaille au sein de l'équipe, de priver l'athlète d'une ressource qui est au sein de l'équipe de soutien intégré pour dire, ben, je vais prendre le relais, je vais prendre le travail uniquement pour moi. Je viens peut-être brimer l'athlète dans les services que tous les autres athlètes reçoivent au sein de l'équipe. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, à ce moment-là, c'est des considérations à avoir. Et oui, je pense que dans un cas comme celui-là, si Roxane, par exemple, avait déjà fait un travail au niveau de l'anxiété, ben, elle peut très bien continuer de le faire. Puis peut-être que moi, ben, je peux adresser l'aspect plus large au niveau, parce que probablement qu'il y a de l'interférence ailleurs. Puis l'idée, c'est qu'on se coordonne, que le langage aussi puisse être aligné. C'est-à-dire que si mon approche s'inscrit dans une approche d'acceptation et d'engagement où on privilégie, oui, l'exposition, mais aussi l'acceptation des pensées, ben, c'est sûr que là, si le consultant lui travaille plutôt, ben, il faut contrôler les pensées. À ce moment-là, il peut y avoir de la confusion au sein de l'athlète, donc c'est important qu'on se parle puis qu'on clarifie ça, là. Si Roxane, tu voulais ajouter quelque chose ou. Non, c'était très complet, là, donc j'appuie en fait les propos de mes 2 collègues. Peut-être j'ai envie de rebondir un peu là-dessus. Véronique l'a mentionné, dans le meilleur des cas, il y a une collaboration. Et dans une situation qu'il n'y a pas cette possibilité-là d'avoir un intervenant, soit consultant en performance mentale ou un intervenant psychosocial qui apparaît, comment naviguer un peu le fait que il y a ces deux éléments-là qui apparaissent en même temps. Peut-être Camille, dans cette situation-là, ne veut pas nécessairement aller consulter, mais a un lien de confiance avec, par exemple, le consultant en performance mentale et là veut explorer ça. Comment on gère cette situation-là? Je ne sais pas si Roxane, tu veux en parler. Oui, ben Véronique ou moi ou Dave, là, peu Oui, importe, oui, oui. mais effectivement, je pense que ça arrive très souvent dans notre pratique, du moins je vais parler pour moi, là, qu'on va commencer à travailler avec un athlète, qu'il y a une problématique qui va émerger, qui va relever davantage, par exemple, de la psychologie clinique. Parfois, ça va même relever de la nutrition lorsqu'on travaille avec des athlètes dans certains domaines sportifs. Donc, il peut y avoir différents types d'intervenants psychosociaux qui peuvent être mis à profit dans l'intervention. Mais effectivement, je pense que la porte d'entrée étant le contexte sportif, c'est plus facile pour les athlètes parfois de s'exprimer dans ce contexte-là. Et il peut y avoir aussi une résistance par rapport justement à l'intervention en psychologie clinique. Certains athlètes, il y a des tabous encore dans le monde du sport autour de l'intervention un peu plus clinique. Et donc, du point de vue d'un consultant en performance mentale certifié, c'est sûr que si j'ai un lien de confiance d'établi avec l'athlète, je pense que d'une part, c'est important de bien expliquer à l'athlète quel est mon champ de compétences, où il commence et où il se termine. Je pense qu'il faut le verbaliser clairement à l'athlète, mais par la suite, si l'athlète est en détresse et n'est pas prêt à faire cette transition-là, je pense qu'on peut l'accompagner dans cette transition-là. Ça peut se faire de différentes façons dans la mesure où on reste à l'intérieur de notre champ de compétences. On peut l'informer, en fait, des autres intervenants psychosociaux, de comment ces intervenants-là
peuvent soutenir l'athlète ou l'accompagner dans différentes problématiques, parce que parfois, il y a une méconnaissance aussi. En fait, parfois, l'athlète ne sait tout simplement pas ce qu'un psychoéducateur, un travailleur social, un psychologue peut faire pour lui ou elle. Donc, oui, parfois, il va y avoir une petite période de transition où on peut accompagner un athlète tout en restant dans notre champ de compétences lorsqu'on sent qu'il y a une certaine résistance. Je vais laisser mes collègues renchérir. Oui, je suis vraiment d'accord avec cet élément-là. Puis dans ta question, Samuel, il y avait la dimension du lien, en fait, là, que tu as mentionné, puis qui devient souvent la variable principale qui va orienter l'athlète, là, indépendamment du type professionnel. Là. Je me sens bien avec, j'ai confiance en, ça devient un élément qui est vraiment important. Puis même avec tout type de personnes, là, nous, je vais prendre le contexte, par exemple, des remparts. Ça a été le lien avec le thérapeute du sport qui a été important dans le déploiement du volet. Puis les premières actions ont beaucoup tourné autour des blessures prolongées. Bon, ben là, tu es en dehors du jeu pendant 6-8 semaines. Ta vie tournait autour du hockey, puis là, c'est plus possible. Ben, comment est-ce qu'on fait? Ça a été vraiment la première pierre parce que le bureau de taping, c'était le bureau de confidence au final. Puis, en habitant ce lieu-là, en développant un lien de confiance, ben, si j'ai confiance envers le thérapeute du sport pour lui parler de comment ça va avec ma blonde, comment ça va ces temps-ci, etc., ben, à un moment donné, si je vois que ce même thérapeute-là fait confiance à Camille pour nommer la stagiaire, par exemple, ben, je peux éventuellement transférer ce lien de confiance-là puis le développer. Donc, même chose si c'est la conseillère en performance mentale qui a ce rôle-là de proximité puis de présence, ben, ça devient vraiment un élément intéressant. Donc, quand on crée ces liens de confiance-là entre nous, entre professionnels, ben, c'est plus facile de le transférer du point de vue de l'athlète aussi à ce moment-là. Puis quand les rôles sont clairs, que tout le monde est dans leur champ de compétences, en fait, l'idée de l'accessibilité compétente est intéressante dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est compétent, à qui je me confie, puis qui comprend bien son rôle, son mandat, puis qui est capable de référer aux bonnes personnes à ce moment-là, ben, peu importe la porte d'entrée, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment important à partir du moment où il y a une première porte d'entrée. Je pense que c'est ça qu'on cherche à favoriser de notre côté dans les projets qu'on mène, c'est vraiment d'avoir cette présence de proximité dans les équipes sportives pour créer cette première porte-là ou cette première demande-là, demande d'aide-là. Oui, absolument, tous des bons points. Puis je pense que je peux peut-être ajouter aussi qu'il y a une zone aussi un peu floue parce que si on regarde la santé mentale sur un continuum, ben ça reste qu'il y a une zone au centre où ça peut être autant un consultant en performance mentale si les symptômes sont circonscrits dans le temps ou qui ne débordent pas trop dans les autres sphères. Le consultant en performance mentale, la prévention, promotion d'une saine santé mentale, ça fait partie de son mandat. Il y a des outils pour travailler l'anxiété. Il peut faire un bon travail sans nécessairement avoir besoin de référer. Puis même chose, le psychologue, même si tu n'as pas une certification en performance mentale, ben, à quelque part, tu es capable d'outiller un athlète avec des outils cognitifs comportementaux pour la régulation des émotions. Je pense que l'important, c'est juste d'avoir dans son réseau des experts, de discuter, de faire de la consultation aussi avec des collègues. C'est super important dans des situations comme celle-là pour être sûr qu'on n'a pas manqué quelque chose d'important ou que, à la limite, si l'athlète il veut vraiment rester avec nous, mais qu'on sent qu'il bénéficierait de l'autre expertise, ben, de peut-être aller chercher de la consultation auprès de cet autre expert-là pour qu'il puisse nous guider, nous accompagner dans nos interventions pour pas être pris là, avec des œillères dans une ligne tout enfoncé dedans. Là. Donc, ça rejoint ce que vous avez dit tous les deux, puis d'avoir ces connexions-là, puis discuter autant que possible avec nos collègues. Là, je pense que ça peut nous protéger ou en tout cas nous ouvrir nos horizons dans ces situations-là. Là. Vraiment intéressant. Là. Je pense qu'il y a vraiment des belles pistes de réponse là-dedans. Puis, ça nous amène vers l'étude de cas 2 qui, dans le fond, peut-être avec mes questions, j'ai un peu guidé ça vers ça sans le vouloir. Là. Donc, on pourra la lire et voir un peu, mais on reste dans le même sujet de comment on navigue un peu de la zone grise ou la zone qui est présente de performance mentale et soutien psychosocial, puis comment on navigue un peu tout ça. Je vous présente le cas. Là, vous devriez voir mon écran. Donc, on a Alex, 20 ans, qui est un étudiant athlète dans un sport collectif. Il consulte initialement le consultant en performance mentale que son entraîneur lui a référé parce qu'il souhaite améliorer sa constance en compétition.
Il explique qu'il performe bien à l'entraînement, mais qu'en match, il devient rapidement frustré lorsqu'il commet une erreur et a de la difficulté à revenir dans le moment présent. Donc, au début, Alex apparaît très motivé et engagé dans le processus. Il souhaite apprendre des stratégies pour mieux gérer son stress, ses émotions et sa concentration pendant les matchs. Au fil des rencontres avec son consultant en performance mentale, il y a d'autres éléments qui émergent progressivement. Il dit avoir de l'impression qu'il doit constamment faire plus pour conserver sa place dans l'équipe. Il explique qu'il évite de plus en plus certaines situations sociales et académiques par peur de perdre du temps pour son sport. Ses coéquipiers le trouvent plus irritable et isolé. Il dit avoir beaucoup de difficultés à décrocher mentalement du sport et ressent une forte culpabilité lorsqu'il prend du repos. Donc, dans une situation comme ça, comment on navigue et un peu pour revenir sur le point de Véronique à la fin, là, où qu'on place cette zone-là de soutien psychosocial et de plus performance mentale. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, ben, je pense on navigue là-dedans, là, avec ce type de cas-là. On n'a pas toute l'information. C'est sûr que moi, en ayant les deux chapeaux, j'aurais plus mon regard clinicienne à ce moment-là. Puis j'ai comme l'impression que ce serait un cas qui serait référé plus comme un psychologue qui a une expertise dans le sport parce qu'il y a quand même des symptômes qui sont préoccupants au niveau du fonctionnement puis de la détresse. Mais tu sais, ça se pourrait aussi que ce soit un athlète. S'il y a déjà un consultant en performance mentale déjà impliqué, ben, je pense que ça peut faire une super belle collaboration où le psychologue, il n'y a peut-être pas, bon, il y a une évaluation à faire, mais il n'y a peut-être pas une thérapie nécessairement qui va être à faire, mais peut-être plus une évaluation pour voir, bon, ben, c'est quoi les symptômes qui sont vraiment là? Est-ce qu'il y a apparence d'une condition, d'un trouble anxieux, par exemple, ou d'un burn-out sportif? Est-ce qu'il y a des éléments de cet angle-là? Le psychologue va aussi évaluer les antécédents dans l'historique. Si tu une personne qui a déjà eu des épisodes de troubles de santé mentale dans le passé. Donc, idéalement, je pense qu'une évaluation psychologique pourrait être vraiment pertinente pour voir s'il y a matière à avoir un psychologue d'impliquer. Mais bon, encore une fois, tant mieux s'il y a un consultant en performance mentale dans l'équipe qui est là parce qu'il y a clairement des impacts dans le monde du sport. Puis, c'est pas un athlète qu'on veut nécessairement retirer non plus, ça, c'est des considérations aussi qu'on veut, avec des athlètes qui vont vivre des difficultés de santé mentale pour lesquelles ils vont être suivis en psycho, mais parallèlement, ils continuent d'évaluer dans leur sport, là, dans un sport collectif, il est encore dans l'équipe, ils vont encore jouer les games, on ne veut pas le sortir nécessairement de son milieu sportif, donc c'est important qu'il reste. Puis on a peut-être encore plus besoin de ces outils de régulation puis ces outils de performance mentale, cet athlète-là, justement parce qu'il vit quelque chose d'important. Fait que je pense que la collaboration est super indiquée dans cette situation-là. Puis là, à savoir si on se retrouve dans le flou ou si ben, je pense qu'il y a une évaluation là, qui est nécessaire, ou si le consultant en performance mentale, avec la formation qu'il a, normalement, devrait être capable de dire ah, là, je pense que ça nous prendrait une évaluation pour voir on en est où par rapport à ça. Là. Oui, puis je vais renchérir en disant que, tu sais, d'un point de vue performance mentale, lorsque je regarde l'étude de cas, on peut définitivement venir intervenir, en fait, au niveau de la récupération physique et mentale, donc faire de l'éducation à ce moment-là, parce que, bon, c'est quelque chose qui tombe parfaitement dans notre champ de compétences. On voit que l'athlète a de la difficulté à prendre du repos, à prioriser des moments de récupération physique, mentale dans son horaire, et on pourrait même avoir un psychoéducateur qui pourrait rentrer dans l'équation aussi au niveau de la charge de travail, au niveau de l'organisation, etc. Puis, effectivement, est-ce que l'athlète est en burn-out? Est-ce qu'on est davantage en mode prévention? Parce que, bon, l'athlète peut présenter des symptômes de burn-out sans nécessairement qu'il y ait de symptômes dépressifs. Donc, tu vois, je pense que c'est là, en fait, avec Véronique, là, qu'on parle un peu de la zone grise qu'il faut aller explorer. Mais d'un point de vue performance mentale, on peut définitivement outiller l'athlète au niveau de la récupération physique mentale. Et ces outils-là, il va pouvoir continuer à les utiliser, en fait, là, dans son cheminement sportif, pas que dans ce petit moment-là où on intervient pour régler la problématique immédiate. Puis, je poursuivrais en nommant aussi que je pense que cette zone grise-là est importante puis intéressante parce que j'ai envie de dire, si elle n'existe pas dans un cas comme celui-là, c'est peut-être qu'on voit plus l'athlète comme un être humain, dans sa globalité au final. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on se nomme qui est quelque chose de simple et d'important dans cette zone grise-là
puis qu'on prenne ce temps. Ça veut dire qu'on a un professionnel ou une professionnelle qui est en pratique réflexive, puis qui se pose des questions sur c'est quoi mon rôle, puis qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée-là que si on veut voir les étudiants athlètes dans leur globalité, bien, cette zone grise-là devient importante. Pour le volet psycho-web, j'ai envie de compléter un peu ce qui a été dit. En fait, bon, ben, dans l'idée de la logique d'adaptation, puis quand on regarde les modèles d'adaptation dans le sport, il y a des processus qui sont plus courts. J'ai envie de dire un peu ce qui se passe, par exemple, en situation de match pour lui, qui va réagir avec frustration par rapport au contexte du match, versus des processus d'adaptation qui vont être plus lents, comme la dynamique d'équipe dans son ensemble, le changement d'équipe, le processus de la saison évoluer à l'intérieur de ça. Puis la façon qu'on l'a construit, c'est comme si on voyait des processus d'adaptation plus courts comme relevant plus directement ou de façon plus récurrente vers la performance mentale, parce que c'est vraiment comment dans des situations de performance sportive, je réagis, je m'adapte, puis que les processus qui étaient plus longs, bien là, c'est un champ qu'on se sentait là, très compétent pour investiguer. Puis après ça, ce qui devient intéressant, c'est le pont entre ces deux moments-là, où là, je pense qu'on pourrait se déployer de façon intéressante, puis c'est utiliser en fait ce qui se passe au niveau de la performance mentale puis de l'accompagnement qui est là, pour dire, ben, en fait, quelle est la différence entre les contextes d'entraînement où ça semble bien se passer puis les contextes de match? Bon, on peut comprendre qu'il y a une pression de performance qui est plus grande, mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres éléments. Le comportement de l'entraîneur peut être différent, la réaction des coéquipiers peut être différente également. Donc, de prendre le temps d'identifier ce qui se modifie dans l'environnement direct du joueur, puis qui explique en fait qu'il n'arrive pas à utiliser les mêmes, en fait, à être adapté de la même façon dans les deux contextes. Donc, en travaillant puis en étant conscient de ce qui se passe du côté de la performance mentale, on est capable d'avoir un accompagnement qui est complémentaire puis ajusté pour, je dirais, transférer ces compétences-là dans les autres sphères de vie ou dans les autres contextes aussi. Là. Vraiment intéressant. Puis j'ai envie peut-être d'aller vers une question un peu ailleurs, mais qui fait un lien avec ce que tu as nommé tantôt, Dave, avec le lien de confiance, puis le transfert du lien de confiance. Tu sais, dans une situation comme Alex, si on est à une étape qu'on souhaite référer ou avoir tu sais, un accompagnement, soit en consultant en performance mentale, si on est psychoéducateur, puis on sent que c'est par exemple un retour vers le jeu, puis on a un besoin, ou à l'inverse, comment quelles sont les stratégies qu'on peut faire pour que le transfert, le référencement fonctionne, dans le sens que souvent le lien de confiance est créé avec l'intervenant, mais là, si on veut aller guider vers une autre personne, de mon expérience, en tout cas, souvent, c'est difficile de faire ce transfert de confiance vers une autre ressource. Est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça pour y arriver? Oui, ben, je pense que tu soulèves quand même un bon point, là. Il y a plusieurs athlètes, par exemple, ou du moins là, de mon côté, que je vais référer en psychologie clinique, puis qui vont me revenir me dire, ah, malheureusement, tu sais, cette personne-là ne prend pas d'autres clients ou il y a une certaine liste d'attente. Donc, je pense que c'est important là, du point de vue, je vais parler pour moi du consultant en performance mentale certifié, d'assurer une transition aussi là, dans le référencement, pas tout simplement de donner des contacts, puis par la suite de laisser l'athlète à lui-même, là, donc de faire un suivi auprès de l'athlète. Parce que, bon, ça peut arriver fréquemment qu'on va référer à une ressource, mais que, bon, la ressource n'est pas nécessairement disponible à ce moment-là. Je pense que c'est aussi important entre nous, entre intervenants, là, d'avoir un réseau bien développé avec des intervenants qui ont différentes compétences, parce que parfois, comme Véronique mentionnait, on peut référer à un psychologue clinicien, mais qui, bon, peut-être n'a pas une expertise quelconque ou n'a pas une clientèle nécessairement d'athlètes ou d'équipes sportives. Puis là, en fait, on prend le risque que l'athlète va va être référé à quelqu'un qui ne comprend pas sa réalité. Et au final, ben, l'intention, l'intention de mieux accompagner l'athlète n'est pas là. Donc, je pense que c'est quand même important d'assurer en fait cette transition-là dans le référencement. Une des choses, moi, que je sais qui aide beaucoup, là, c'est un truc, c'est plus un truc que des bonnes. Ben, en fait, lors de la première rencontre, quand on discute le consentement avec l'athlète, c'est déjà, si on ouvre la porte à ces éléments-là, si on discute de notre champ de compétences, notre champ de pratique, qu'on parle un peu des différents intervenants, qu'on ouvre la porte sur le fait que c'est une possibilité, puis que quand on fait un peu les premières rencontres, l'évaluation des besoins, bien que à certains moments, c'est possible qu'on juge qu'il y a peut-être un autre professionnel qui s'avérerait approprié à intégrer dans le suivi, ben, qu'on se donne le droit de le faire puis qu'on va en discuter avec l'athlète. Donc, à ce moment-là, souvent, c'est plus facile
d'aborder ça. Puis l'athlète, il se sent comme moins surpris aussi parfois par cette référence-là qu'on veut faire, là. Donc, moi, d'emblée, j'essaie d'aborder ces éléments-là au début pour préparer le terrain si ça se produit. Je trouve que c'est facilitant. Tout à fait. Puis je compléterais juste avec le volet, quand on personnalise en fait cette relation-là, il y a quelque chose d'intéressant qui peut se déployer aussi. Je trouve qu'il y a une différence entre je te réfère à Mme Boudreau à telle clinique versus Véronique, je la connais. Bien, évidemment, on ne peut pas toujours connaître toutes les personnes avec qui on réfère, mais quand on développe ce réseau de contacts-là, je la connais, elle a tel trait de personnalité, ça va répondre à tel élément que tu recherches ou que tu as besoin, etc. Bien, on vient placer des éléments de l'alliance thérapeutique à l'avance pour la personne à ce moment-là de façon intéressante. Fait que, je trouve que plus on est dans cette logique-là très humaine, à dimension humaine, je vais te référer à une personne plus qu'à tel professionnel ou à tel service, bien, des fois, on va favoriser cette adhésion-là un petit peu versus bien, si je vais à l'hôpital, puis là, on me transfère de département en département, bien là, j'ai l'impression qu'on se débarrasse de moi ou on m'envoie dans des logiques de trajectoire de service, alors que je pense qu'on peut encore se permettre ça dans le défrichage qui est en cours dans les milieux sportifs, de peut-être se référer de personne à personne. Puis après ça, bien évidemment, dans notre tête, on a un bagage professionnel qu'on a identifié ou un champ de compétences qu'on a identifié qui vient compléter le rôle qu'on fait, mais plus je pense qu'on est dans la dimension humaine personnalisée aussi, je pense que ça peut aider à ce niveau-là. Ouais, vraiment, c'est vraiment des très bons points. Rendre tout ça humain, puis je pense que, Véronique, tu parlais aussi à l'intérieur de clarifier le mandat, il y a aussi de montrer ce qui peut s'en venir. Donc, je pense que c'est vraiment des bonnes stratégies. Je vois Evelyne Wright qui a la main levée. Donc, si tu veux prendre la parole, je pense que ton micro va se faire autoriser dans pas long. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je ne sais pas, j'ai peut-être manqué les 2 premières minutes où vous avez parlé, mais pourtant, je n'ai pas manqué vos présentations, là. J'ai aucune idée dans quel milieu vous évoluez. Ça m'aiderait peut-être à mieux comprendre. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis psychologue dans un cégep. Fait que, tu sais, dans un cégep, quand ça fait 25 ans que tu travailles dans un cégep, avec les obligations de formation et tout, on y va en fonction des besoins, hein, dans nos formations. Maintenant, on ne sait plus. Puis, fait que, tu sais, on se forme à gauche, à droite, on se perfectionne aussi, là, après 25 ans, parce que le volet 1, 2, 3, on le fait, puis là, on va plus approfondir. Puis, fait qu'on devient un peu. Ben, moi, comme psychologue, c'est sûr que, tu sais, je me dis. J'ai toujours compris que, ben, mes profs me disaient ça aussi à l'université, on n'est pas obligé d'être expert sur tous les contenus, on doit être expert sur les processus. Le processus de la thérapie cognitivo-comportementale, de l'activation comportementale, l'équilibre des sphères de vie, les évaluations au niveau des diagnostics. À un moment donné, on se fait à la main, hein? On est comme capable de. Puis moi aussi, perso, je suis une ancienne athlète sport-études qui combinait aussi le sport civil. Fait que je faisais les deux à travers mes études, tu sais, puis d'avoir des bonnes notes pour pouvoir rentrer en psycho. Fait que c'était comme assez exigeant. Je dirais que grâce à cette expérience-là de vie, de perfectionniste et d'anxiété de performance et de performer non-stop, ben, je comprends beaucoup les athlètes. Ce qui est arrivé au cégep, c'est que, tu sais, c'est gros, un cégep. On peut avoir des troubles alimentaires, des gens qui ont vécu des violences à caractère sexuel, des gens dont des diagnostics s'installent et tout, des neuroatypiques, bon, des troubles d'identité. Mais il y a nos sportifs, naturellement, on a des faucons ici à Lévis. Puis ils vivent là, toutes les problématiques qu'on voit là, quand on prend des formations sur la psychologie sportive et tout, que moi j'ai déjà vécu aussi dans ma vie. Fait que c'est sûr que d'emblée, ces situations-là m'ont été orientées à moi. Tu sais, j'ai un autre psychologue ici au Cégep qui est 2 jours semaine, qui n'est pas sportif. J'ai une travailleuse sociale tout récemment, depuis 2 ans dans mon équipe, qui non plus ne comprend pas cette réalité-là. Ça fait que c'est évident que les coachs, c'est vers moi qui réfèrent les gens. Fait que c'est un peu, je dirais, supposons que je fais 80 de consultations
à travers mes autres projets, là. Donc, j'ai un projet d'atelier avec Samuel que je donne les ateliers, mais je vais plus loin que ça. C'est un projet pilote avec les athlètes que je suis en train de monter avec les coachs. Sinon, c'est 80% de consultation. Puis dans mon 80% de consultation, j'ai énormément d'athlètes. Là où c'est question, ben, tu sais, puis je comprends que, tu sais, bon, le psychoéducateur, tu sais, j'entendais tantôt comment, cette étude de cas-là, comment vous la référez vers ci, vers ça. J'ai de la misère à comprendre Véronique, comment elle fait pour se départir elle-même dans ses mandats. Mais tu sais, je peux comprendre, tantôt, Roxane disait, bon, tu vois, tu sais, l'organisation du temps, la gestion du temps, l'équilibre des sphères, on va aller vers la psychoéducation. Moi, je vais continuer le travail sur les pensées, ou, tu sais. Mais en même temps, Véronique, je me dis, ben, mais Véronique, elle est experte, en tout cas, en TCC, recadrage cognitif, les resets mentales après une erreur, tu sais, les retours au jeu suite à une blessure. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, moi, on n'a pas accès, nous autres, à un préparateur mental. On n'a pas accès j'ai pas de psychoéducateur non plus. Fait que, tu sais, moi, c'est comme si je fais tout. Et là, je me dis, voyons, moi, je suis pas en dehors de mes compétences pantoute, là. Ça fait 27-28 ans que je fais de la TCC. Je suis en lien avec des physios. Je prends contact avec les physios. OK, notre jeune, il a de la misère à retourner au jeu. Il a peur, il est botteur au football. Il a peur que le genou éclate de nouveau. Quand il se présente sur le jeu, aux pratiques, ça va bien. Quand il arrive dans la pression de tout le monde le regarde, là, c'est là qu'il paralyse. Fait que là, moi, je vais faire un plan de match d'exposition graduelle. J'ai besoin de toi comme physio. Il faut que physiquement, il soit prêt. Il faut qu'on aille ces mêmes étapes en même temps. Fait que j'en fais ça depuis des années, là. Fait que ça collabore super bien, là. Ils sont contents de ça, là. Mais là, je me dis, bon, OK, là, cette formation-là est rendue certifiée, accréditée. Il faut aller faire une maîtrise. Moi, je ne retourne pas à l'école faire une maîtrise, là. D'abord, je n'ai pas de besoin, là, mais tu sais, je me dis, Caroline, je suis un peu. Je me dis, coudonc, je peux-tu me faire poursuivre par mon ordre, moi, là, que j'aide mes athlètes, là? Non, absolument pas. Evelyne, là, je peux peut-être prendre la balle au bon. Tu sais, dans le fond, ce que vous dites, c'est que vous vous êtes formé, vous avez suivi des formations, vous avez vous-même une expérience d'athlète, puis c'est un peu ça qu'on souhaite. Tu sais. En fait, le psychologue, justement, qui a une formation en TCC, il est tout à fait habilité à donner les outils de préparation mentale que, par exemple, Roxane a pu apprendre dans sa formation. Fait que ça, on dit oui, absolument. C'est juste qu'il y a beaucoup d'athlètes, malheureusement, qui ont consulté des psychologues, qui se sont. Puis c'est correct aussi, tu sais, un psychologue qui n'a pas nécessairement de compréhension fine de la réalité des contextes sportifs ou de performance peut donner des conseils ou des applications qui ne seront pas adaptées, malheureusement. Je donne un exemple. Travailler avec un athlète qui est sur une équipe nationale, OK, qui s'entraîne pour les Olympiques. Si cet athlète-là apparaît qu'il y a un trouble des conduites alimentaires, mais que les Jeux olympiques sont dans 2 semaines, je sais que ce pas tous les psychologues qui vont être d'accord avec ça, mais en faisant une évaluation, s'il n'y a pas de danger imminent, là, on s'entend, le trouble alimentaire, il est présent, il y a un certain niveau de sévérité, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort, OK? Puis qu'on est capable de garder cet athlète-là fonctionnel, bien, ça se peut que le psychologue qui a une expertise dans le sport juge qu'on va laisser cet athlète-là aller aux Olympiques parce que ça serait préjudiciable ou délétère de le retirer à ce moment-ci. Mais après, let's go, tu sais, on va s'entendre avec l'athlète, puis là, on va traiter le trouble, puis ça se peut qu'il faut qu'il soit retiré de son sport. Il y a des décisions comme ça, des fois, un petit peu délicates. Ouais. Puis dans votre cas, je pense que vous l'avez, ça, tu sais. Je veux dire, vous avez, d'abord, vous avez acquis une expérience, vous avez un background d'athlète, vous avez fait des petites formations. Parfait. C'est ça qu'on souhaite. Donc, à ce moment-là, oui, un psychologue peut faire le travail de préparation mentale. Pour ma part, j'ai peut-être une expérience qui est similaire à la vôtre, mais je sais très bien que si j'ai, par exemple, un athlète en sport collectif qui me consulte pour des enjeux liés à la prise de décision ou à la cohésion d'équipe, moi, je sais que ça, c'est pas mon expertise à moi, puis que possiblement Roxane, je connais des professionnels qui sont mieux formés ou qui ont une meilleure expérience que moi pour adresser ces questions-là. Tu sais, c'est ça aussi. En tant que professionnel, il faut être au courant quand il y a
un professionnel à un autre qui a une expertise qui s'avère différente de la nôtre et plus appropriée pour une consultation, ben si les ressources sont là, ben il faut informer l'athlète puis lui donner le choix d'aller voir cette expertise-là. Fait que je pense que c'est peut-être ça un peu la nuance, mais dans votre cas, c'est tout à fait approprié, puis vous faites tout à fait ce qui est dans le cadre de votre champ de pratique. Puis la preuve, ils vous les réfèrent à vous et non à votre collègue. Parce qu'ils savent que vous avez une expérience, puis vous avez justement là, vous êtes allé chercher les petites choses de plus qui vous permettent de comprendre ces nuances-là. Puis, Donc, si je décide de faire 2 jours de pratique, je ne vais pas annoncer psychologie sportive ou quoi que ce soit. Je vais m'annoncer comme psychologue auprès des jeunes, anxiété, dépression, trouble de l'adaptation, anxiété de performance, mais c'est le terme que je ne dois pas utiliser parce que moi, je suis psychologue. Je suis habilitée à faire tout ça, mais peut-être pas à rédiger des rapports pour retirer quelqu'un d'un sport. Pas au titre, tu sais. Fait que, OK, fait que ça me soulage, là, parce que là, je voyais parler chacun de vos mandats, puis j'ai dit, OK, là, c'est bien beau de diviser tout, là, mais c'est parce que moi, ça marche pas de même, là, ici au cégep. Exact. Puis c'est ça, tu sais, il y a des milieux dans lesquels, tu sais, on a des enjeux, la ressource, c'est vous, puis vous faites très bien le travail sur les 2 volets, fait que tant mieux. Mais si dans votre collège, il y avait, par exemple, l'équipe de basket qui avait un consultant en performance mentale dans l'équipe, je suis certaine que vous collaboriez avec ce professionnel-là, puis que, tu sais, justement, ça vous enlèverait un workload, ou en tout cas, tu sais, que vous dispatcheriez le travail avec cet intervenant-là qui est déjà au sein d'une équipe. Mais là, si c'est pas le cas, ben non, c'est sûr que c'est vous. Puis les consultants en performance mentale certifiés, où ça va faire la différence, c'est que si on se rend justement sur le haut niveau, la recommandation de sport Scientist Canada, c'est que quand on parle vraiment de préparation mentale, ben ça prend quelqu'un qui a la certification pour intervenir comme consultant en performance mentale sur les équipes nationales. Ça, c'est comme les guidelines. Mais aux autres niveaux d'évolution des athlètes, il n'y a pas ces recommandations-là, mais ces lignes directrices-là qui vont nécessairement s'appliquer. Mais c'est de l'ordre des bonnes pratiques puis du jugement professionnel, ce que vous avez absolument en ce moment entre vos mains pour faire le travail exceptionnel que vous faites là. Merci. Juste pour, tu sais, je trouve ça intéressant, puis je pense qu'on essaie de mettre en valeur la complémentarité des rôles puis les aspects de collaboration, mais ça ne veut pas dire que c'est des champs strictement exclusifs non plus, tu sais, puis je pense que c'est là puis je pense que la question est intéressante, le commentaire est intéressant en ce sens-là, tu sais, il y a plein d'espaces de chevauchement où je pense qu'on peut travailler sur les mêmes problématiques, peut-être juste pas de la même façon ou avec le même mandat, tu sais, je pense que puis, pour situer, moi, je pense pas que j'ai une expertise très forte encore dans le volet sportif parce que ça fait 2 ans qu'on est dans ces éléments-là, mais pour reprendre les mots utilisés, je pense qu'on est expert de nos processus en psychoéducation. Puis après ça, il y a des éléments, par exemple, de mon côté, au niveau de l'intervention de groupe, donc tout ce qui est les aspects de cohésion d'équipe, on a pu les investir. Donc, on a notre responsabilité professionnelle comme membre d'un ordre d'intervenir dans les champs pour lesquels on est compétent ou autour de problématiques pour lesquelles on est compétent. Donc, on a à faire cette démonstration-là puis cette vérification-là de ce que je suis en train de faire, c'est un mandat dans lequel j'ai les compétences suffisantes pour œuvrer. Mais je pense que cette idée-là qu'on peut être complémentaire et avoir des points de chevauchement, mais encore là, il y a aussi, c'est quoi nos expertises, nos champs de pratique à l'intérieur de notre champ professionnel sur des éléments qui sont vraiment importants puis qui vont venir discriminer ou préciser concrètement comment ça peut se passer sur le terrain, là. Puis je pense que l'important, si je peux me permettre un dernier point, vous l'avez dit, Evelyne, c'est aussi juste de se représenter selon son titre professionnel, mais après ça, à l'intérieur de ce titre-là, comme Dave et Véronique l'ont mentionné, vous avez clairement développé une certaine expertise avec cette clientèle-là, une connaissance de la clientèle, donc il n'y a aucun problème, à mon avis. Super, merci. Je vois le temps passer. Si jamais vous avez d'autres questions dans le public, c'est un bon moment pour le faire. Sinon, je peux tranquillement peut-être poser peut-être une question de conclusion, là, mais peut-être faire un petit tour de table sur c'est quoi les messages les plus importants à retenir là, par rapport à cette collaboration-là, ou même au rôle de chacun là, avec les derniers points qu'on a nommés. Puis comment naviguer un peu tout ça là, dans le milieu sportif, puis comment mieux soutenir les étudiants.
Je peux peut-être essayer d'y aller. Dans le fond, je trouve que puis revenir un peu sur nos expériences. Je pense que ce qu'on a aimé faire, c'est puis dans certains cas, il y avait des conseillers en performance mentale. Dans certains cas, ils n'étaient pas certifiés, par contre, puis on a vu une variabilité de pratique aussi à ce niveau-là. Mais dans le cas où cette personne était certifiée, je pense que rapidement, ça a été intéressant parce que les rôles étaient clairs, puis que chacun avait sa place. Parce que je pense qu'il faut quand même nommer le défi que ces créneaux-là à l'intérieur des systèmes sportifs, plus je parle de l'accompagnement de la santé mentale dans son ensemble, du volet psychosocial, est encore en défrichement. Puis il n'y a pas toujours les ressources financières, humaines nécessaires. Fait que je pense que si on est capable de se sécuriser puis de le travailler ensemble et non plutôt que contre ou dire ah, ben moi je peux faire ça, ce que l'autre ne peut pas faire, il y a là un piège peut-être. Puis le cas de définir ce qu'on est capable d'apporter, je pense que c'est plus intéressant que d'essayer de le différencier ou de le mettre contre les autres ou à l'inverse des autres. Je pense que là, on a une stratégie qui est gagnante sur le plan de la collaboration puis qui fait qu'ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que des systèmes qui n'ont pas toujours cette sensibilité-là parce qu'il y a une culture X, Y, finissent par la développer. On voit des beaux gains de notre côté là, dans ces partenaires-là qui étaient contre. Puis on est passé d'une journée, des jours 1 où qu'est-ce que vous faites là à OK, on veut vous garder, puis cette personne-là est importante pour nous, puis on veut que les gars développent un lien de confiance avec cette personne-là. Ben, après ça, ben, tant mieux si ça permet de rajouter d'autres professionnels ou d'autres leviers parce qu'on a développé cette proximité-là. Oui, absolument. Je pense que l'idée, c'est en fait d'optimiser l'intervention auprès de l'étudiant-athlète. Hein, puis c'est l'étudiant-athlète qui est vraiment fait au centre de l'intervention. Je donne un exemple, je pense, ou un point à considérer, là, du moins en performance mentale, nos services fréquemment, en fait, ne sont pas couverts par les compagnies d'assurance. Puis ça peut être un enjeu, en fait, pour certains étudiants-athlètes qui vont choisir de se tourner vers d'autres services. Donc, tu sais, quand je dis d'optimiser, en fait, l'intervention auprès de l'étudiant-athlète avec les ressources financières, matérielles, humaines qu'on a, puis je pense que la collaboration, c'est vraiment une belle avenue, en fait, pour aider l'athlète à s'épanouir dans son sport, à performer, mais juste assurer un bien-être général aussi au niveau de la santé mentale. Oui, puis pour terminer, je pense que c'est ça. En fait, on veut viser une augmentation de l'accessibilité aux services en performance mentale et en santé mentale pour nos étudiants athlètes. Puis, tu sais, il y a beaucoup de besoins dans les cégeps, dans l'université, même dans les programmes sport-études. Puis les milieux sportifs, ils veulent l'accompagnement en performance mentale spécialisé. Et là, que ce soit offert par un consultant en performance mentale certifié ou un professionnel, un intervenant psychosocial, tu sais, qui a une petite formation, qui est sensibilisé, qui peut offrir, je pense que c'est vraiment ça la clé. Donc, de ce point de vue-là, ben, si un intervenant psychosocial ou un consultant en performance mentale a l'intérêt d'intervenir, ben, c'est d'être au courant de ces champs de pratique-là, puis de où il souhaite s'insérer, puis de se bâtir peut-être un réseau aussi pour s'appuyer s'il y a besoin de consultation avec des collègues, etc. Super, vraiment, je pense que c'est une discussion riche. Tu sais, moi, il y a des points qui me sont revenus aussi. Tu sais, je pense que tout ce qui est de l'éducation, tu sais, puis ça va beaucoup rejoindre dans ce que vous nommez, mais tu sais, d'accompagner d'étudiants athlètes, mais aussi le milieu, les entraîneurs sur qu'est-ce qui est disponible, comment qu'on peut travailler, comment moi je travaille, c'est quoi mon mandat, mais aussi tu sais, qu'est-ce qui est disponible peut-être ailleurs pour qu'il y ait un choix peut-être plus libre et éclairé dans leur parcours. À travers ça. Puis, tu sais, toute l'idée de lien de confiance aussi, tu sais, on l'a pas beaucoup nommé, mais tu sais, l'intervention de proximité dans le sport, c'est quand même quelque chose qui est nouveau et assez rare, mais dans un milieu que la santé mentale est encore tabou, ben, on voit une grosse différence. On voit que la confiance à se crée, puis c'est là qu'on arrive à ouvrir des sujets, à avoir des choses à apparaître, puis pouvoir intervenir, alors qu'avant, ben, peut-être que ou dans d'autres contextes, on voit plus un milieu qui est hermétique, qu'on va montrer peu de vulnérabilité, on vise la performance. Donc, ça amène quand même un défi de travailler avec les enjeux de santé mentale dans des milieux peut-être plus fermés comme ça. Donc, je pense que toutes les initiatives, tu sais, je pense aux initiatives avec le QTR, mais aussi toute la certification consultant en performance mentale qui rend les pratiques plus claires autour de ça. Mais on vient structurer un peu plus l'intervention dans le sport qui, pour moi, est une avancée vraiment immense, là.
Je vous remercie, Véronique, Roxane, Dave, pour cette discussion. Vraiment apprécié d'avoir accepté tout de suite l'invitation. J'apprécie beaucoup. Merci à tous ceux d'avoir été présents. On vous dit un bon été, bonne fin de session pour ceux que ça achève sous peu. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Merci.